Bonjour à tous et bienvenue au gala de l'expérience client. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition enfiévrée et enneigée. Mais ça va pas, t'as pété un câble ou quoi? Quoi, d'abord, qu'est-ce que tu fous sur scène, toi? Bah, je viens présenter le gala et toi, qu'est-ce que tu fous dans l'écran? Bah, moi aussi, j'y ai présenté le gala. Je suis ton avatar virtuel, créé avec IA. On m'a dit qu'on faisait tout en IA cette année, d'où mon nom, IA Alexandre. Non mais t'es pas dingue. Bernard Werber, il est en IA peut-être? Les invités là, tous ceux qui sont présents à table, c'est de l'IA? Roman, Daniel, Michael, ils sont en IA? Benjamin, en régie, c'est de l'IA? Tu peux pas savoir. Ah, je peux pas savoir, mais ce que je sais en tout cas, c'est que tu présentes le gala de l'expérience client dans une tenue qui est complètement débile. Voilà, est-ce que apparemment t'as pas eu le C'est code? toi qui m'as alimenté. Bah oui, bah je t'ai pas assez bien alimenté, mon vieux. Je sais pas, je t'ai pas donné les infos sur le code vestimentaire. Est-ce que tu vois quelqu'un ici qui est habillé comme Jean-Claude Killy? Voilà, moi je fais ce qu'on dit, hein, c'est un peu bête. Ouais, bah si, justement, c'est complètement bête, mon vieux. Justement, t'es à côté de la plaque. Il y a quand même encore des trucs qu'il faut que je t'apprenne. Donc, on se voit plus tard. Hein. Tu laisses faire les humains maintenant. Merci beaucoup. Je le supporte plus. J'en peux plus. Pardonnez-lui, c'est pas ce qu'il fait. Bienvenue au gala, 12e édition du gala de l'expérience client. Vous êtes extrêmement nombreux ce soir, encore plus nombreux que l'an passé. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Encore mieux, hein, parce que là, c'est... Pourtant, vous avez eu un petit cocktail, champagne et tout ça. Est-ce que vous êtes chaud? Merci. Allez, c'est une incroyable soirée qui nous attend, une soirée d'échange, de réflexion, de surprise, vous le verrez tout à l'heure, d'amitié, pour laquelle toutes les équipes Agora, Manager et Anews Expérience Client ont travaillé toute l'année. Il y a un QR code, vous avez peut-être vu ce QR code au niveau du cocktail. Il est ici, vous pouvez le scanner, il est également sur vos tables. Donc vous le scannez, vous entrez votre adresse email, vous prenez un selfie et vous accéderez instantanément à toutes les photos sur lesquelles vous apparaissez. Ça, c'est l'IA, c'est grâce à IA Alexandre que vous allez pouvoir avoir un souvenir personnalisé que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. Et le hashtag, vous le retenez, hashtag Gala Expérience Client. Voilà, pour ouvrir cette soirée, je vous demande d'accueillir le directeur de la Business Unit Expérience Client avec vos applaudissements pour monsieur Daniel Arondel. Bonsoir Daniel, comment ça va? Technique, bonsoir à tous. Alors, j'ai vu ton IA tout à l'heure qui m'a effectivement un peu débriefé la tenue vestimentaire. Alors, je n'ai pas tout compris, mais bon, il y a encore un peu de révision à voir. Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette nouvelle soirée et surtout pour cette 12e édition du Gala des directeurs de l'expérience client. Ce gala, c'est le vôtre. Vous qui êtes décideurs, qui êtes prestataires, éditeurs, associations, institutions, influenceurs, blogueurs, enfin bref, vous tous qui investissez votre temps dans cet univers de l'expérience client, un univers, je dirais parfois magique, parfois impitoyable, mais toujours autant passionnant. Alors un grand merci à vous tous pour tout ce que vous faites pour vos entreprises et surtout pour tous les clients. Bravo à tous. Avec les initiales ML, ça aurait pu être Mélanie Laurent, Marc Lavoine ou encore Michel Larocque. Mais c'est un Michael, le Michael Jordan des managers. Je vous demande de l'applaudir. Accueillons Michael Léjard. Un, deux, ouais, ça marche. Bon, merci Alexandre, merci Daniel. Bienvenue effectivement pour cette 12e édition du Gala des directeurs de l'expérience client. Mais surtout, c'est les 20 ans. On va fêter ce soir les 20 ans d'Agora Manager Group et les 20 ans aussi de l'Agora des directeurs de l'expérience client. Ça s'appelait avant l'Agora des directeurs de la relation client d'ailleurs, en 2005. Donc merci à toutes et à tous d'être présents. Une chose hyper importante, un point très important pour nous, c'est de remercier, vraiment, s'il vous plaît, applaudissez-les, c'est les 45 salariés d'Agora Manager Group qui, tout au long de l'année, organisent et aident dans l'organisation de plus de 300 soirées clubs dans toute la France, de grandes soirées de gala comme celle-ci à Paris, des journalistes et des équipes techniques qui réalisent près de 1500 émissions par an sur nos plateaux télé à vue de la Grande Armée, et l'organisation des
événements hybrides, donc qui allient le distanciel et le présentiel. C'est à peu près une centaine par an. N'oublions pas aussi plus d'une centaine de reportages qui sont réalisés chaque année. Et puis, c'est gérer les communautés, les membres, les partenaires tout au long de l'année et les médias pour la partie commercialisation. Merci aux 45 collaborateurs d'Agora Manager. Je vous remercie pour eux. Autre point aussi important, c'est pour les 20 ans, vous allez avoir en fin de soirée, on en reparlera aussi tout à l'heure après le dîner, rapidement, mais le premier magazine hybride de l'expérience client, c'est une nouveauté, il y en aura 2 par an. Ce magazine hybride qui a été réalisé avec les équipes journalistiques d'Agora et Éric Lestanguet, le conseiller éditorial chez nous, c'est un magazine qui se veut hybride. Pourquoi? Parce qu'on allie le texte, les images et les systèmes de QR code qui permettent de revenir sur les meilleures émissions, les meilleurs reportages de l'année, en tout cas des 6 derniers mois, qui ont été réalisés chez ANews Expérience Client. Et puis le deuxième point aussi, c'est un magazine qui retrace les 6 meilleurs mois, les 6 faits marquants dans l'expérience client qui se sont déroulés. Donc ça sera 2 fois par an. C'est une première et sera diffusé à 10 000 exemplaires au mois de septembre. C'est une nouveauté spéciale 20 ans Agora Manager. Enfin, je terminerai par un remerciement plus abouti à Daniel Arandel, qui est le patron du pôle expérience client chez Agora Manager. Donc ça veut dire à la fois le média, les clubs, et puis, bien sûr, cette soirée de gala. Daniel, tu fais un travail fantastique, mais surtout, tu es un passionné. Et ce qu'on adore chez toi, c'est que tu aimes les autres. Et que tu es, franchement, tu es magnifique dans cet exercice. Merci à toi, Daniel. Et enfin, l'autre partie de l'équipe, mais qui était très importante dans le pôle expérience client, bien sûr, à ma droite, Alexandre Carré, donc animateur et journaliste pour le média. Éric Lestanguet, je l'ai cité tout à l'heure, qui est là-bas en tant que conseiller éditorial du média à ANews Expérience Client, donc la veille d'information tout au long de l'année. Et je n'oublie pas l'excellente Romy Ledeyron, qui est à ma gauche aussi et qui fait un travail exemplaire précisément dans la com digitale sur l'expérience client avec Daniel. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à vous tous. Et vive Agora, merci. Merci Mickaël, on se retrouve tout à l'heure. On continue cette soirée ensemble. Ah. Qu'est-ce qu'il va? C'est l'heure de l'étude, Alex. Bon bah ok, vas-y, présente l'étude alors. C'est l'heure donc de l'étude. Un bon nanan. Pour faire vos devoirs, c'est une étude surveillée, je suis là pour vous aider, mais je vous préviens que le premier que j'attrape en train de chuchoter, papoter, bavarder ou quoi que ce soit, je le fous à la porte avec un rapport de chez Monsieur Foutre. Ok, super, écoute, file dans ta chambre, je veux plus le voir. Non, il dit n'importe quoi. Il y a une étude, effectivement, notre étude. On l'a menée durant plusieurs semaines auprès de tous les professionnels dont nombre d'entre vous sont présents dans cette salle sur le thème « Pour une nouvelle aventure client, les usages de l'expérience client de demain ». Et pour vous dévoiler les résultats accompagnés de 6 experts, je vous demande d'accueillir justement notre conseiller éditorial Éric Lestanguet. Salut Éric. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est vrai que ça fait la 3e année qu'on lance cette étude avec nos partenaires experts et on bat des records année après année avec des taux de croissance, ça va vous faire pâlir, de cette année 50%. On a eu 50% de plus d'avis que l'année précédente, donc 1500 avis qui ont été recueillis grâce notamment à vous autour de 6 questions. Alors, dans le titre, on parle d'une nouvelle aventure et on va en parler beaucoup. On a commencé par là. L'IA est quand même au cœur, vous allez le voir, des questions et des réponses qui ont été données par vous, professionnels de l'expérience client. Donc, pour commenter les résultats de cette enquête, donc 6 questions, 6 partenaires experts, plus une question pour la beauté du geste, la toute dernière qui est ANews Expérience Client. Donc, je vais commencer à appeler les 3 premiers.
3 premiers experts. Benoît Richard de Nice. Bienvenue On peut Benoît. applaudir, merci pour lui. Voilà. Patrice Mazoyer de Yampa. Bonsoir Patrice. Et enfin, Aurélie Alain de Verint. Bonsoir Aurélie. Alors avant de débuter, un petit défi, un petit challenge, c'est-à-dire qu'on vous a donné 2 minutes 30 pour commenter les résultats de la question. Pas une seconde de plus. Oui, chef. Au bout de 150 secondes, il y a Alexandre qui débarque. Et c'est quand même redouté par le Alexandre en chair et en os. Donc, on va commencer par toi, Benoît. Première question qui va s'afficher. Voilà, selon vous, quel est aujourd'hui le principal levier pour améliorer l'efficacité et la pertinence des interactions grâce à l'IA? Oui, en plus, on l'a devancé. Et aux bases de connaissances. Alors, on le verra sur pas mal de questions, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de photo finish. On voit qu'effectivement, on a une des 3 propositions qui arrive largement en tête. Benoît, ça t'inspire quoi? Il n'y a pas photo, mais Mais, 53%, vous avez répondu en faveur donc de cette base de connaissances centralisée, enrichie en temps réel, accessible à la fois par les conseillers et les bots, parce qu'on voit que l'IA est très utile dans ce domaine pour catégoriser, générer du contenu. C'est donc utiliser des bases de connaissances pour en faire quelque chose et générer de l'aide. Eh bien, c'est aussi là un enjeu que l'on observe de plus en plus, c'est trouver le hub qui va utiliser l'IA pour compiler ces bases de connaissances qui viennent de partout dans l'entreprise, mais tout de suite pour les mettre en action vers les conseillers. Alors le deuxième point nous a beaucoup intéressé, puisque c'est véritablement un intérêt sur les outils d'IA et d'aide aux conseillers en temps réel. Et c'est un vœu pieux pendant 15 ans, c'est ce qu'on a observé. Et maintenant, grâce à l'IA, on observe que trouver des connaissances dans un espace de travail unique, comme CX1, chez NICE, ça amène le copilote. Et le copilote de NICE, il est boosté avec de l'IA, CX précisément. Et le dernier point nous a aussi intéressé parce que ce dernier 15% qui correspond à l'intégration de moteurs de recherche intelligents, on s'aperçoit que ce n'est plus le sujet. Le sujet, il est passé sur des bots conversationnels. Et ces bots conversationnels permettent justement d'aider les clients à trouver eux-mêmes les bonnes réponses. On engage tout de suite avec des bots, quel que soit le canal, le vocal, le digital, mais on vient tout de suite être en conversation avec eux. C'est là que l'on fait la différence pour donner la réponse vite et bonne. bravo, c'est parfait, c'est clair, limpide et rapide. 2,30 ? 2,30. J'ai pas vu le IA machin. Non, mais moi je le vois. Très bien, on peut le féliciter. C'est lui qui ouvrait le bal. Patrice, on va passer à la question Yampa, toujours liée à l'IA, encore une fois. Alors là, il y a encore moins photo, quoi. Hein, on a une des propositions qui arrive très très loin devant, et notamment autour des émotions. Ton point de vue sur le sujet? Alors, pour nous, c'est pas du tout une découverte, parce qu'en fait, c'est une conviction, et c'est en partie pour ça qu'on a créé Yampa. Et quand je vois là, 68% libérer du temps aux équipes pour développer une vraie relation client émotionnelle, nous, ce qu'on croit, c'est qu'aujourd'hui, l'IA va apporter un vrai outil pour essayer de supprimer les irritants clients, c'est-à-dire tout ce qui crée vraiment de l'insatisfaction. C'est l'attente, les SVI trop longs, les réponses en X secondes, etc., etc. Et ça, c'est déjà quelque chose de concret et de réel aujourd'hui. Et nous, notre conviction, c'est que tout le temps qu'on va pouvoir libérer aux équipes, ces équipes vont pouvoir se consacrer à en fait, traiter des appels, mettre plus d'émotion, parce que même si notre business, c'est de créer des agents IA qui sont autonomes, qui, même si elles peuvent passer la main aux équipes derrière, nous, on pense que les vrais effets waouh, c'est d'aller créer de l'émotion dans la relation client. Donc oui, l'IA pour créer une nouvelle synergie humain-machine, mais c'est vraiment la combinaison des deux qui est le combo gagnant dans le futur. Très bien. Ben, un grand merci, Patrice. C'était tout aussi parfait. Aurélie, on passe à un sujet très sensible, celui des données
des données personnelles. Là aussi, hein, à chaque fois, on a des majorités qui se dégagent. Ton retour là-dessus? Alors, une question qui n'est pas facile et assez technique. Donc, comment concilier hyperconnectivité et protection des données personnelles? Aurélie, n'hésite pas. Voilà. Voilà, désolé. C'est un enjeu clé pour le marché actuellement, peut-on dire. Et l'idée aussi, toujours de garder le respect de la vie privée de nos clients, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi avec la data. Excusez-moi si vous m'entendez mal. Verint s'est concentré sur la résolution de ces défis et a continué à accélérer là-dessus grâce à ses bots, à son armée de bots. Il y en a plus d'une cinquantaine, excusez-moi, de disponibles pour contrer l'engagement client qui est devenu multicanal. Nous avons notamment un bot qui s'appelle le Containment Bot IVA et qui à la fois combine le libre service. Aurélie, il va te tenir le micro, Alexandre, oh bah non, quand même. Avant que Yann se pointe. Voilà. Et la data des clients est protégée par le Verint Engagement Data Hub afin de mettre en œuvre la minimisation de la data, de la protéger sur plusieurs canaux et ainsi avoir des règles de conservation de la data. Donc ça permet aux clients d'améliorer leur architecture de data sans aucune interruption. Parfait. Eh ben, un grand merci Aurélie, merci Patrice, merci Benoît et à très vite. Alors pour continuer, j'appelle, après avoir libéré nos 3 premiers experts, les 3 suivants. Thibaut Arendé de Genesis, j'espère que j'ai bien prononcé. Ah, Arendé, Hervé Racine de Sabio et Paola Fabiani de Wisecom. Là aussi, j'espère que j'ai bien prononcé Wisecom. On passe à la question de Genesis. On va passer. C'est pas décompté pour toi, hein, ça va. Donc, comment transformer les clients en ambassadeurs fidèles et engagés? Lesquelles de ces propositions ont le plus d'impact? Alors, c'était un peu compliqué comme question, hein, parce qu'il fallait interclasser effectivement tout ça. Mais là encore, on voit quand même que certains items arrivent pas mal en avance. On a un beau donut. Ouais. Alors, pour le commenter, enfin, le premier point qui revient, c'est valoriser le feedback client. Et effectivement, écouter les clients, ça paraît l'essentiel, la base. J'étais avec notre DRH Europe la semaine dernière et il me disait qu'il a commencé sa carrière chez Amazon il y a plus de 20 ans. Et la première fois qu'il reçoit Jeff Bezos en Allemagne, Jeff Bezos donc, s'installe, fait plein de meetings et à 16h de l'après-midi, une alarme sonne, téléphone de Jeff Bezos. Et là, il arrête tout. Il dit « Attendez, le meeting est terminé. » Il sort son PC, il se connecte, et là, il se connecte au service client. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait bonjour, Jeff Bezos, comment puis-je vous aider? Et il faisait ça 1 heure par jour, toutes les semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que la boîte, elle faisait quand même déjà 20 000 employés à cette époque, en 2005. Donc, aujourd'hui, avec l'IA, on peut tous être notre Jeff Bezos, on peut tous écouter en temps réel, c'est ça qui a changé. On a plus besoin, si on est un dirigeant, on peut avoir les conversations qui sont transcrites en temps réel. Et on a cette data qu'on peut exploiter. Et pourquoi il faisait ça, lui? Évidemment, c'était le meilleur moyen d'améliorer ses processus, d'être au contact du terrain, de savoir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et d'être obsédé par le client. Et avec les speech analytics, c'est des choses qu'on fait pour mesurer le sentiment du client, mais l'empathie, parce que écouter le client c'est bien, mais écouter aussi les feedbacks des conseillers qui sont là tous les jours et utiliser l'IA pour scorer et se dire là, il y a des choses qui se passent, c'est aussi pas mal. Très bien, merci beaucoup pour ce retour. On peut l'applaudir. Question 5, elle est pour toi, Hervé. Quel équilibre faut-il trouver entre l'IA et l'humain? Donc ça, c'est au cœur des préoccupations, un peu de tout le monde. Des managers qui sont dans la salle, mais aussi des conseillers dont on parlait à l'instant.
Bah, là encore, une majorité se Je dégage. préfère ma question à celle de Thibaut. Ouais. Ah oui, mais bon. Il faut des trucs simples, en fait. Chacun son choix. Voilà, donc Voilà. les résultats sont assez peu surprenants, même si on aimerait que la part de 9% soit un petit peu plus élevée, histoire de donner un petit peu plus de responsabilité à l'humain. On va pas donner la responsabilité à la machine. Sans descendre dans le commentaire de chacune des parts qu'on voit ici, en fait, moi je voulais juste vous parler des expériences de nos clients aujourd'hui. Qu'est-ce que nos clients font de l'IA? Donc ça fait maintenant quelques années que l'IA a débarqué en force dans la relation client ou dans l'expérience client. Ce qu'on voit en cas d'usage réel aujourd'hui, en fait, c'est avant tout la gestion de la donnée. C'est-à-dire que l'IA sans la donnée, c'est rien. Donc l'IA ne servirait absolument à rien sans la donnée aujourd'hui. Beaucoup de nos clients disposaient de données, mais c'est l'accès à la donnée qui était devenu compliqué. Et l'IA a libéré l'accès à la donnée, à la fois en temps réel, mais dans tout le parcours client. Et en fait, on s'aperçoit que aussi bien en collecte de données auprès du client qu'en mise à disposition d'une donnée structurée, efficace, rapide auprès des conseillers, bah, c'est surtout les cas d'usage qu'on retrouve aujourd'hui. Maintenant, la question derrière tout ça, c'est l'équilibre. Et si demain l'IA remplace l'humain, on y croit assez peu, en fait, aujourd'hui. Les choses changent vite. On fait souvent le parallèle chez Sabio entre l'IA dans l'expérience client et la conduite autonome. Donc, c'est un exemple qu'on citait cet après-midi lors de Disrupt, notre événement de cet après-midi, où on parle de la conduite autonome qui était promise par Elon Musk depuis de nombreuses années, qui est encore promise pour 2025, mais qui est reportée tous les ans d'un an. La conduite autonome sur autoroute, je pense qu'on pourrait commencer à être confortable avec. La conduite autonome dans des conditions climatiques déplorables ou sur des routes de montagne, on n'est pas prêt. On a toujours besoin de l'humain. Et l'IA viendra toujours accompagner l'humain. Donc aujourd'hui, cet équilibre, il est important. Et je pense que l'IA, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est avant tout un outil pour mieux gérer, mieux mettre à disposition la donnée. Et dernier point auquel on est particulièrement sensible sur l'humain, chez Sabio, on gère aussi un centre d'appel, une plateforme d'appel qui est celle de l'e-call 112, donc les appels d'urgence qui sont émis depuis les véhicules. Je pense qu'on est loin de voir de l'intelligence artificielle prendre en charge des appels d'urgence. Donc l'humain est important, l'empathie est importante dans le monde de l'assistance aux personnes notamment. Donc je pense qu'il faut effectivement conserver cet équilibre. Donc l'IA, formidable outil d'une meilleure gestion de la donnée, d'une donnée efficace. Merci beaucoup Hervé. Je pense que c'est une bonne transition pour Paola derrière. Avec cette question, quelle est la priorité pour améliorer la productivité des conseillers? Et là encore, alors c'est pas complètement majoritaire, mais on parle d'optimisation des outils et des processus. Paola, vous avez beaucoup de clients, des conseillers aussi, et l'humain reste en tout cas au cœur de l'activité pour vous. Alors, je pense que c'est des très beaux messages. En fait, nous, on a été très tôt avec la volonté d'embrasser l'IA au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on dit, pour rebondir sur ce que vous avez dit, on dit que 40% des métiers vont disparaître et autant vont se créer en 2030. Donc finalement, l'IA, comme toute révolution, c'est quelque chose qui va permettre d'automatiser tout ce qui est pénible et répétitif et de monter en gamme notre métier. Donc c'est un message fabuleux pour finalement tous nos téléconseillers, pour se concentrer là où ils ont un vrai talent, un talent relationnel, un talent émotionnel. Et on le voit dans l'amélioration de la productivité par rapport à cette étude. 49%, c'est l'optimisation des outils et des processus. Oui, on parle de téléconseiller augmenté, je pense que tout le monde a ça en tête. Oui, c'est comment faire en sorte que l'humain se concentre là où il va pouvoir exprimer son talent et comment on lui facilite la vie avec l'IA. Avec l'IA, on a parlé de base de connaissances en amont, on a parlé de solutions qui sont capables d'écouter ce qu'on dit et de remonter instantanément l'information et par contre, effectivement, de transmettre le savoir. L'autre point, effectivement, c'est aussi la motivation et le bien-être des salariés. Et je pense que c'est très lié. Pour nous, l'IA et la RSE sont deux sujets qui s'enchaînent. Les conseillers incarnent la marque, nos clients au quotidien. Vous avez évoqué, alors nous on appelle ça le capteur de tendance. Ils ont une fabuleuse capacité à avoir énormément d'informations puisqu'ils sont finalement vos ambassadeurs auprès de vos clients. Et donc tout l'enjeu c'est comment utiliser ces informations, capter les tendances et derrière l'IA peut aider et permettre, comme vous l'avez dit, de pouvoir processer. Dernier point, motivation et bien-être. Comme c'est des ambassadeurs, on sait que les consommateurs achètent engagés.
C'est presque un acte politique parfois maintenant. Et donc, ils vont vers des marques qui sont porteuses de sens, de valeur. Et donc, nos téléconseillers, c'est pareil. S'ils sont engagés, s'ils sont porteurs de sens, ils seront meilleurs et ils véhiculeront mieux l'image de marque des clients pour lesquels on travaille. Donc, on travaille sur la RSE. C'est aussi la clé pour la fidélisation. C'est aussi la clé pour la montée en puissance et donc pour la qualité. Donc, effectivement, cette étude, elle reflète bien les deux choses. Ben, merci beaucoup. Alors, vous restez là pour la dernière question. Et vous voyez le timing, vous m'avez laissé les 2 minutes 30. Alors, dernière question, et c'était un peu un marronnier, hein, parce qu'on avait fait la même chose l'an dernier. Ah, épuisé mon temps, merci. Quelles sont pour vous les marques qui proposent les plus belles ou la plus belle aventure dans leur parcours client? C'est à relier avec tout ce qu'on vient d'entendre entre l'humain et quelque part le digital. Si on avait affaire à prendre l'image un peu cinématographique, on va chercher demain certainement les meilleurs réalisateurs, les meilleurs metteurs en scène effectivement de cette expérience client. Et donc, vous avez cité plus de 70 marques, hein, c'est pas rien dans les retours. Et la palme de bronze, si j'ose dire, est décernée à Nespresso, qui est un habitué de nos palmarès, en tout cas ces dernières années. La palme d'argent à Decathlon, aussi un habitué. Et enfin, ça va faire plaisir à Thibaut, la palme d'or à Amazon. Amazon est certainement aujourd'hui un des plus fameux réalisateurs, metteurs en scène effectivement de cette expérience client. Alors, on peut imaginer que ce palmarès, il évolue demain, parce qu'il va être bouleversé, notamment par ceux qui modifieront en profondeur le nouveau paradigme de l'expérience client. Et en ce sens, je crois qu'il nous faut tous transformer l'expérience client en vraie aventure épique. Et ça, c'est en lien avec la table ronde qu'on va avoir tout de suite avec un maître de l'aventure épique, qui est Bernard Werber. Voilà, je rends l'antenne avec même un peu d'avance. Merci à toutes, merci à tous. Quel talent, merci. Merci Eric, merci à vous, quel talent. Passionnante étude comme chaque année qui vous est offerte. C'est le moment de passer à la table ronde. Si vous avez vu les invitations que vous avez reçues pour vous inscrire à cette soirée de gala, on a l'immense plaisir de recevoir la star des romans de science-fiction et de fantasy à la renommée internationale avec sa trilogie. Alors ici, c'est la valse des âmes, mais là, je parle de la trilogie des fourmis qui s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires, des livres traduits dans plus de 35 langues. Je vous demande une tonnerre d'applaudissements pour Bernard Werber. Accompagné pour justement échanger avec lui sur le thème de notre gala par Lionel Rousseau, avec vos applaudissements. Merci. Est-ce qu'on a revissé la chaise tout à l'heure? Elle était un peu bancale, je voudrais pas perdre Bernard. Bon, attention, tu laisses un pied sur le sol. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Bernard, je vous propose de vous munir de ce micro. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de votre accueil. Quelques applaudissements encore chaleureux pour Bernard Werber. C'est un privilège. Et il nous fait l'honneur de sa présence ce soir. En effet, Alexandre l'a très très bien présenté. C'est l'écrivain français le plus vendu dans le monde entier, avec une vision toujours très personnelle, très particulière, un univers que l'on adore, qui fait vraiment l'unanimité. Et nous sommes ravis pour cela. Juste avant que j'oublie, je précise aussi que Bernard Werber, et on va évidemment parler de notre thématique ce soir, a été couronné de succès avec votre spectacle, Bernard Werber. C'était à l'Olympia et là vous êtes un petit peu partout en France. Le voyage intérieur. Vous allez voir qu'on va établir une passerelle avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc je vous invite véritablement à découvrir Bernard sous un autre jour. Parce qu'il est écrivain en effet, mais son univers a un spectre beaucoup plus large. Voilà pour cette présentation. Je vais me permettre juste une petite précision, Bernard Werber, pour introduire notre sujet. Évidemment avec l'expérience client, l'avenir technologique et l'intelligence artificielle. Vous savez que peut-être l'année prochaine, à la même date, à la même heure, nous ne serons pas là. On sera peut-être à la maison, on ira peut-être prendre un verre, car
l'Agora et toutes les personnes qui s'occupent de l'organisation de ce magnifique événement auront décidé de nous remplacer par nos hologrammes, par des voix d'intelligence artificielle, donc que nous serons là sans être là véritablement. Est-ce que vous serez d'accord l'année prochaine pour être remplacé par vous-même? Oui. Moi, j'adore les nouvelles technologies, j'adore ce qui se passe actuellement, je sais que tout le monde a peur. Je considère que c'est juste un nouvel outil. À un moment est apparu le feu, ça fait des incendies, mais ça permet de cuire la nourriture et de ne pas avoir froid en hiver. Puis est apparu le marteau, puis est apparu l'écriture, puis apparu les ordinateurs, puis est apparu les réseaux sociaux. Tout ça, à un moment, a fait peur. Et je comprends la peur que génère l'IA, qui en gros, c'est plus intelligent qu'un être humain. À partir de là, qu'est-ce qui nous reste? Et justement, je crois que ça va nous obliger à nous surpasser, c'est-à-dire à découvrir qu'est-ce qui fait qu'on est incopiable. Pour l'instant, ce qui nous reste comme domaine, et qui peut être le lien avec le client, parce que c'est l'humour. Pour l'instant, l'humour IA est pas terrible. Je le teste pratiquement tous les jours, je dis vas-y, essaie de me faire rire. Et je m'aperçois que, même si ça s'améliore, l'humour vient d'un petit côté désespéré contre les êtres humains, et que n'arrivent pas encore à avoir les programmes informatiques, c'est-à-dire ils font semblant d'avoir ça. Mais derrière l'humour, il y a « je préfère en rire qu'en pleurer ». Et ça, c'est une notion encore que ne pourront pas intégrer, que n'intègre pas le logiciel, parce que je pense qu'il n'y a pas de limite. Maintenant, quand tu m'as parlé, on va parler relations clients, je me suis dit, ouh, c'est pas tellement mon domaine. Une blague de Toto peut-être, racontée par l'IA pour voilà. rompre la glace, si besoin était. Il y en a une, quand on demande à l'IA de faire de l'humour, il sort souvent cette blague, pourquoi les hommes grenouilles sautent des canaux en arrière? Et la réponse, c'est s'ils sautaient en avant, ils se feraient mal. Donc visiblement, ça a l'air l'humour IA. Elle est bonne. Il a dû la prendre quelque part. Je la sors sans intonation. Peut-être que certains humains arrivent à la raconter et elle fait rire. Mais il nous reste l'humour et puis il nous reste notre capacité d'imagination. Mais c'est vraiment les deux derniers bastions. Mais ces bastions vont être attaqués. Donc c'est à nous de nous surpasser. A priori, le nombre de connexions qu'on a dans le cerveau est tellement grand et tellement en croissance qu'on pour l'instant, aucun ordinateur ne peut égaler un cerveau humain, mais il y a une amélioration permanente, et des connexions, et des logiciels, et je ne sais pas où on va. En tout cas, je suis très content d'être né à cette époque, et je pense que vous pouvez être content, vous aussi, d'être né à cette époque, parce qu'on assiste à ce changement de paradigme, où l'être humain n'est plus le top de ce qui existe comme intelligence, comme intelligence sur cette planète. Et ça, franchement, on l'aurait dit il y a encore 30 ans, personne n'y aurait cru. Et nous vivons une révolution, et le mieux, c'est de l'accompagner et de ne pas la subir, et puis de se tenir au courant de tout ce qui se fait. Bon, et ça se fait très vite. Pratiquement tous les jours, il y a un truc nouveau. Bien sûr, même si l'on peut être dépassé quand même, quelle que soit notre appétence pour la technologie, pour l'informatique, pour les nouvelles technologies, ça va tellement vite. On est déjà tous dépassés. Voilà, c'est ça. Alors comment peut-on s'adapter, quelle que soit notre activité d'ailleurs, quand on se sent dépassé par cet univers qui est grandissant et surtout qui semble immaîtrisable? Mais déjà se dire, ok, ils n'ont pas l'humour. Très bien. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas l'humour, il nous reste un petit quelque chose. J'étais surpris récemment, il y a une IA qui m'a parlé, parce que j'ai vu que vous parlez, et qui m'a dit, bon, je sais que vous avez envie de raccrocher, et je sais qu'encore une fois, je vous emmerde ou un truc comme ça. Puis je me rends compte que c'était de l'IA. C'est-à-dire la phrase, je sais que vous allez vous raccrocher parce que je vous emmerde et que vous n'avez pas envie de discuter avec moi, mais essayons quand même. Puis je vois que ça continue de parler. Et ça ne m'écoutait pas. C'est-à-dire qu'ils sont en train, malgré tout, il y a une recherche de créer un rapport humain. Et le rapport humain, ça veut dire peut-être dire des mots grossiers, surprendre, voire faire de l'autodérision, ce qui est quelque chose qui est peu courant. Mais ce qui se passe actuellement est, à mon avis, extraordinaire. Et les gens qui vont comprendre ça et qui vont comprendre comment l'utiliser vont, au bout d'un moment, avoir une avance sur tous ceux qui le subissent en serrant les dents. Moi, je me rappelle, quand j'étais journaliste, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mes collègues
qui recopiait les dépêches AFP et qui changeait juste la première phrase et la dernière phrase. Je cafte un peu sur le métier. Et maintenant, je me dis, ça, c'est plus possible. On va tout de suite comprendre que il n'y a pas de travail de création qui a été fait. C'est juste quelqu'un qui a copié autre chose qui existait déjà et qui a donné un petit look différent. Et maintenant, je pense que tout le monde va avoir une suspicion. Est-ce que c'est fait? Est-ce que ça va créer ça? On va tout le temps se demander, est-ce que cette image est vraie? Est-ce que ce film est vrai? Est-ce que ce texte a été écrit par un être humain? Et cette suspicion va nous obliger à rechercher une chose merveilleuse qui s'appelle l'authenticité. C'est-à-dire, on va aimer ce qui n'est pas fait par l'IA, ce qui est fait, dans lequel on sent de l'humanité, dans lequel on sent peut-être des faiblesses, qu'on sent toutes ces choses-là. Et c'est ce qui va améliorer le nouveau rapport humain, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas copiable. Parce que l'IA, mine de rien, c'est une machine à plagiat. C'est-à-dire ça copie tout ce qui existe déjà. Comment faire quelque chose qui n'existe pas déjà? Et le cerveau humain arrive à faire des choses qui n'existent pas. Ça, c'est l'imaginaire, et on va en parler avec vous. C'est évidemment votre travail, votre métier, la création et l'imagination qui est la vôtre pour les romans. Mais vous avez parlé d'authenticité, Bernard Werber. Comment peut-on garantir l'authenticité quand les fake news propagées par l'intelligence artificielle sont si réelles qu'on a l'impression que c'est la vérité? Il y a énormément de vidéos qui circulent, on s'y casse le nez. On ne peut pas garantir l'authenticité. Donc c'est fini. Mais maintenant, il faut vivre avec. C'est une nouvelle donnée. Vous devez douter de tout. Voilà. Et toute information qui vous arrive par un ordinateur, mais même, je me rappelle des interviews truquées qui existaient déjà avant. Moi, je ne vais pas citer de nom, mais vous avez peut-être des choses en tête. Il y a quand même des gens qui faisaient des choses pas authentiques ou qui trichaient en jouant sur des images, en faisant croire que l'interview est... Par exemple, c'était un interview déjà fait, qu'on vous resservait en faisant croire que c'était authentique. Sorti de son contexte. Voilà. Et donc, ça fait longtemps qu'on trompe les gens dans les médias. Seulement, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a une méfiance pour tous les médias. Donc, tout le monde fait attention en se demandant est-ce qu'on est trompé. Mais avant, c'était plus facile, j'allais dire, pour ceux qui voulaient tromper les gens, parce qu'il y avait l'idée, si je vois l'image, c'est que c'est vrai. Donc, il y a quelque chose de bon qui va sortir de tout ça, qui est en gros la méfiance. Et cette méfiance n'est pas une chose mauvaise. Ça veut dire qu'on va faire attention à ce qu'on vous met dans la tête. Et on va faire attention à qui nous met l'information dans la tête et qu'est-ce qu'il veut nous pousser à faire. Bon, ça peut être aussi pour, puisqu'on parle de relation client, nous pousser à acheter quelque chose. Bien sûr. Mais à partir de là, nous-mêmes, nous devons être attentifs à qu'est-ce qu'on attend de moi, qui m'envoie l'info, qui manipule l'info, et qu'est-ce que cette info va me faire faire et est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Donc il va apparaître en même temps une sorte de zone d'authenticité qui va être à préserver et qui devrait avoir de plus en plus de succès. Il y a évidemment beaucoup d'effets positifs à l'intelligence artificielle et vous l'avez dit, il faut s'adapter et vivre avec, sinon rester sur place et être oublié par tous les autres. Néanmoins, il y a aussi des aspects négatifs dans le spectre professionnel de toutes les personnes qui sont ici présentes. N'y a-t-il pas à un moment, Bernard Werber, des métiers qui vont disparaître, des emplois qui vont disparaître à cause, pas grâce, à cause de l'IA? C'est pas qui ont déjà disparu. Moi, j'ai testé récemment dans mon domaine, donc qui est l'écriture. J'ai pris juste mon texte du prochain livre, j'ai donné à lire à ChatGPT, et j'ai juste dit, t'en penses quoi? Comme ça. Ah ben, c'est vachement bien. Ce qui m'a sorti, il m'a dit, alors d'abord, vous devez tous être au courant de ça, ça fait beaucoup de compliments. Texte extraordinaire, les références, que des comparaisons à des superstars et tout. Puis en expliquant que c'est vraiment le texte qui méritait d'être fait et tout. Donc ça, je crois qu'ils vont réduire maintenant les compliments parce que ça commence à être visible. Et après, tous les éléments qu'ils me donnaient, par exemple, de mettre que le personnage déclenche l'action un peu plus loin et tout était intelligent. Et la conclusion, ces suggestions pour améliorer le texte étaient toutes bonnes. Alors j'en ai parlé à mon éditrice, qui est vraiment très bonne elle aussi. Je lui ai dit, t'en penses quoi de l'IA? Elle me dit, j'ai essayé sur un texte, une analyse, et j'ai vu qu'il ne comprenait pas, c'était un texte de Nietzsche. Elle me dit, je voulais voir comment... Il n'avait rien compris. Et je lui ai dit, voilà, sur mon texte, ce qu'a trouvé l'IA, elle a dit, OK, on va faire une réunion d'urgence, parce que ça faisait un super boulot
métier d'éditeur. Est-ce que vous avez informé l'IA que c'était un texte de Bernard Werber ou de Victor Hugo Non. pour essayer de la Et piéger? alors, attends, le gag, c'est qu'ils m'ont dit dans un style très proche de Bernard Werber, alors qu'il n'y avait aucun moyen pour la machine de savoir que c'était moi. Non, mais ça, c'est extraordinaire. C'est un mais style tout proche est de Bernard Werber. Non, oui. Dans les références, ils m'ont dit ça fait penser au livre de Bernard Werber. Mais la performance, évidemment, on est dans l'émerveillement. Il ne faut pas se cacher sa joie. Nous avons une machine qui est une partenaire de travail, de vie, de collaboration, de bons conseils, et qui, quelque part, fonctionne comme un bon ami, bon assistant. Alors maintenant, moi, je fais des masterclass d'écriture. Je vais dire aux étudiants, je vais leur dire, soyez conscients que parce que ça marche, vous ne devez pas l'utiliser. Parce que c'est un super bon conseil, vous prenez ça comme conseil, mais surtout, vous ne demandez pas à l'IA d'écrire le livre à votre place, parce qu'à ce moment-là, vous êtes foutu. Ça veut dire que si l'IA écrit le livre à votre place, ben vous n'avez plus de raison d'écrire. Donc, il faut le prendre comme assistant, il faut le prendre comme conseiller, voire comme éditeur, mais surtout pas comme créateur d'histoire. Si personne ne s'en rend compte, Bernard Werber, il y a des gens qui sont intellectuellement malhonnêtes et qui peuvent se dire « Tiens, j'ai écrit un livre dans le style de Bernard Werber, je vais vendre autant de livres que Bernard Werber, mais j'ai rien foutu. » Alors, oui, mais je pense que ça existe déjà. Il y a des gens qui me disent... Oui, des gens qui écrivent des livres en utilisant ça. Mais je vais vous donner un ordre d'idée du domaine que je connais. Actuellement, il y a un domaine qui prend de plus en plus d'importance, c'est l'auto-édition. C'est-à-dire, vous écrivez votre texte, c'est une grande chance aussi, c'est-à-dire que tout le monde n'a plus besoin d'attendre que l'éditeur repère le livre. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ça à mon époque. Et donc, vous pouvez être publié tout de suite. Il suffit d'aller sur, on parlait d'Amazon, je crois qu'il y a sur la FNAC, ça doit exister sur plein d'endroits, sur 2 sites aussi. Donc vous faites votre texte, vous le mettez, et puis là, Vox Populi, Vox Dei, les gens qui aiment votre livre, ils votent pour ça, et puis vous émergez. Et bien sur ces livres qui sortent, il n'y en a plus de la moitié qui sont faits par IA. Je ne casse pas la tête, de toute façon, vu que là on est jugé que sur le texte, mais vous mettez, par exemple, écrivez-moi un livre à la matière d'Agatha Christie, il va vous faire un très bon Agatha Christie. Si vous mettez, écrivez-moi un livre à la manière de Proust, il va vous faire un très bon Proust. Mais vous pouvez même programmer, écrivez-moi un livre pour gagner le Goncourt, et vous allez voir qu'il va vous faire un très bon livre. Donc à partir de là, nous devons nous situer et nous dire, ok, vu que la machine sait faire tout ça, comment faire quelque chose que la machine ne sait pas faire? Et moi, la réponse que j'apporte dans mes livres, c'est l'idée. C'est-à-dire, ok, sur la forme, je suis copiable, mais sur l'idée, par contre, je suis fort. Mon premier livre, c'était Les fourmis. L'idée, c'était, je vais vous raconter une histoire vue par une fourmi. Ça, a priori, l'IA n'y aurait jamais pensé. C'est là que vous allez être fort, c'est-à-dire sur le thème, il faut trouver des nouveaux thèmes. Tout ce qui ressemble à des choses qui existent déjà va être rapidement obsolète, et pour moi, je pense que c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de livres qui sont, qu'on vous présente ici comme des succès, je vous parle du petit domaine que je connais, qui sont juste des copies de livres américains, mais on vous les présente ici comme c'est une nouveauté. Et je me dis juste, bon, ils ne sont pas au courant que ça existe déjà en Angleterre, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais c'est juste, vous savez, un peu comme il y avait la mode yéyé où on copiait les morceaux des Beatles ou les morceaux des Beach Boys, on vous les servait en français, et du coup, c'est parce que vous n'étiez pas au courant que ça existait là-bas. Et tout ça, l'IA ça va obliger les gens à... Vous ne pouvez plus copier. Ne faites plus ce qui a déjà été fait dans le passé, ne copiez plus les autres, ne faites plus de plagiat, même déguisé, parce que ça, si vous faites ça, vous êtes remplaçable. Et c'est pour ça que moi, ça me fait très plaisir que l'IA arrive à mettre un pied dans le monde de l'édition, parce que la seule manière d'exister va être de trouver une bonne idée d'histoire qui n'a jamais été faite avant. Des effets positifs donc pour tous les domaines, le domaine de la littérature en effet, le domaine artistique aussi très vraisemblablement, mais dans des métiers qui sont peut-être encore plus experts, encore plus spécifiques, comme les métiers des personnes qui sont présentes ici dans cette salle. Je vous conseille à tous de trouver le moyen de... La bonne idée. Je ne suis pas remplaçable par l'IA et je vais vous le prouver. Que vous puissiez prononcer cette phrase une fois dans votre vie. Parce que si vous faites juste qu'attendre qu'aucune IA n'arrive à copier votre boulot, l'IA va arriver à copier votre boulot, à un moment ou à un autre, quel qu'il soit. Donc il faut développer la dimension humaine, l'humour, l'autodérision, notre capacité d'imagination et notre capacité à proposer des choses qui n'existaient pas
avant. Donc il faudrait que tout le monde devienne artiste, mais artiste original. Parce que c'est pour copier les choses des autres, ça va être... Cela veut dire se réinventer, mais j'imagine, et vous pourrez prendre la parole dans quelques instants, vous pourrez poser, on fera circuler un micro dans la salle et on établira une relation de questions-réponses avec Bernard Werber, mais vous êtes déjà dans ce cadre-là aujourd'hui de la réinvention pour progresser dans tous les secteurs qui sont les vôtres. Là, avec l'IA, c'est un renouvellement supplémentaire, un outil supplémentaire, Bernard Werber. Une chose, c'est que ça prend une telle puissance et ça prend une telle énergie qu'à un moment, il va y avoir quand même un contre-coup. C'est-à-dire qu'il va y avoir un retour à la nature au moment où on débranche son téléphone, où on n'est plus devant l'ordinateur, on n'est plus devant la télé, et on est juste un retour à la nature. Vu que ça va très très loin dans les nouvelles technologies, il va y avoir un effet de balancier qui va ramener au retour, non seulement à l'authentique, à l'original, à l'humain, mais à la nature. Parce que là, on est en train aussi de se couper de la nature. Et cette chose-là, elle crée une sorte de malaise général qu'on peut sentir si on est attentif à ça. Et c'est pour ça que j'ai fait ce spectacle Voyage intérieur, c'est pour amener les gens tout d'un coup à fermer les yeux, se couper de toutes les machines et visualiser des choses avec leur imagination, se retrouver dans une île, retrouver des souvenirs d'enfance, qui sont des choses qui ne sont pas copiables par les ordinateurs. Votre passé, votre enfance, a priori, l'IA ne la connaît pas. Les émotions que vous avez eues la première fois que vous avez mangé un plat merveilleux, l'IA ne peut pas le savoir. Donc vous avez votre coffre-fort dans lequel vous avez vos trésors, et c'est ça qu'il faut développer, et c'est ça qu'il faut faire fructifier. Sinon, pour le reste, c'est une course mondiale à de l'IA de plus en plus performant, et l'une des manières même de faire partie de cette course va être de ne pas y rester en permanence. Vous savez, il y a le principe de la jachère. Pour qu'il y ait un moment, la Terre, elle a besoin de respirer. Il y a un moment, il faut foutre la paix à la terre agricole pour qu'elle puisse se reconstituer. Et bien là, de la même manière, il y a un moment où vous devez vous débrancher du monde des technologies pour pouvoir y revenir dans de meilleures conditions après. Donc, une journée où vous vous débranchez, ou une semaine dans le mois, ou des vacances, vous arrivez à éteindre votre appareil. Mais ça va être une nouvelle discipline. Ça va être comme une sorte de spiritualité. C'est la spiritualité spéciale. On éteint le téléphone et ça va demander des efforts. C'est ça. Est-ce que c'est possible aujourd'hui des gens qui font des opérations commando, qui organisent cela en disant on se prive de téléphone pendant 3 semaines? On a l'impression que c'est une aventure, c'est un peu le Koh-Lanta de la technologie, ça existe en effet, mais est-ce qu'on est capable et prêt, nous, aujourd'hui, dans notre société, dans une société active, de se priver du téléphone? Il faut faire des toutes petites zones où ça reste confortable. Mais ne pas en faire du tout, ça veut dire qu'on est tout le temps branché sur sa machine, et là, il y a un petit risque. Enfin, il y a un petit risque de devenir dépendant, que ça devienne une drogue. Moi, par exemple... Ne l'est-on pas déjà dépendant? Si, mais moi, je veux dire, je me suis fait avoir par un truc, c'est les petits jeux. Est-ce qu'il y a d'autres gens ici qui se sont fait avoir par les petits jeux à effet... Levez la main. Levez la main. Les petits jeux à effet sur les téléphones, hein, c'est ça? Sur le téléphone. Sur les téléphones. Savez, quand vous êtes dans une file 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est tout? Pas plus de 10 dans toute la salle. Eh ben, peut-être une quinzaine, pas plus. Moi, je me rappelle, c'était il y a plus de 15 ans, il y avait un jeu qui s'appelait Trisme, qui consistait juste à aligner 4 trucs. C'est un peu comme, vous savez, Candy Crush, dans le style Candy Crush. Et je me suis aperçu, quand je ne le fais pas, il y a un petit inconfort. Et donc, vu que j'étais journaliste scientifique, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je suis allé voir. En fait, quand vous avez une petite ligne qui se fait, vous recevez une petite minuscule décharge de dopamine. Mais cette petite décharge, quand vous l'avez plus, il vous manque un truc. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. On se fait avoir par des tout petites satisfactions, mais répétées tout le temps. Je crois qu'il y a plein d'analyses sur ces jeux. Mais un moment, j'ai décidé, j'enlève l'appli de mon téléphone. C'était comme, j'ai l'impression de m'arrêter de fumer ou m'arrêter de boire ou de faire un acte, en tout cas, de couper une mauvaise habitude. Et si vous tombez dans ce système où vous dépendez de votre téléphone portable pour être heureux, vous avez un problème. Et là, il va peut-être apparaître de nouveaux psys spéciaux
c'est pas alcoolique anonyme, c'est contaminé par le smartphone anonyme. Mais toutes ces choses-là sont en train d'apparaître, de bouger. Il y a la série de Netflix avec Black Mirror qui explore déjà bien ce système. Vous savez, nous, par exemple, moi j'ai aussi une drogue, je pense que ça doit correspondre. Justement, quand le livre sort, le seul endroit où on a un visuel direct de ce qui se passe pour le livre, c'est Amazon. Sur Amazon, vous avez vos petites étoiles et vous avez vos petits commentaires. Bon, au début, je me suis dit, bon, c'est une manière de savoir. Puis au bout d'un moment, j'y allais presque toutes les heures pour savoir s'il y a un nouveau commentaire, et puis voir ma note, et puis m'affoler quand ma note était redescendée. Et c'est qu'un système, alors système client, mais en effet très réussi, j'ai vu que vous l'avez mis... Il y a un classement aussi sur Amazon, en plus des commentaires et des étoiles. C'est-à-dire qu'en fonction des ventes, vous êtes plus ou moins bien classé dans les différentes catégories. Oui. Vous êtes souvent en tête du classement d'ailleurs, Bernard. Souvent. J'aimerais l'être encore plus souvent, mais quand le livre sort, en effet, par exemple, c'est passé un truc aujourd'hui. Bon, mon livre sort en octobre, je sors tous les 1er octobre. Et progressivement, les mois passant, surtout après la Noël, je m'effondre. C'est-à-dire au début, j'essaie d'être dans les 100 premiers, et après je m'effondre, j'arrive dans 500, 1000, 5000, 10 000. C'est juste, le livre a fait le tour de son cheptel. Et là, j'étais récemment, donc plutôt dans les 10 000. Et tout d'un coup, ce matin, je regarde comme ça, comme on regarde la météo, je regarde mon livre, et je vois qu'il est dans les 120e. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que pour passer de 10 000 à 120, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Tout le monde a acheté le livre, n'est-ce pas, aujourd'hui? Mais cette chose-là, vous voyez, déjà cette addiction de savoir la vie du livre, ça n'existait pas avant. Avant, vous ne saviez combien vous avez vendu de livres qu'un an après. Et un an après, vous avez vos résultats. Là, maintenant, j'ai une vision pratiquement toutes les 10 minutes de comment ça vit. Et en effet, ça crée de nouveaux comportements, et de nouveaux plaisirs et de nouvelles souffrances. Mais il faut être conscient que ce ne sont que des technologies et il ne faut pas être emporté par cet élan. Bien sûr. Il nous reste un petit quart d'heure, me dit-on dans l'oreillette, pour échanger encore avec Bernard Werber. Donc je vais vous proposer de poser vos propres questions, puisque à la lumière de ce que vient de dire Bernard, qui est évidemment très, très passionnant, vous avez peut-être des interrogations, des réactions, des analyses, des recommandations à faire. Donc nos charmants hôtes et hôtesses sont prêts à faire circuler le micro. Manifestez-vous en levant la main tout à l'heure, comme tout à l'heure, et vous pourrez poser votre question à Bernard, qui se fera un plaisir d'y répondre tout de suite. On a une question juste ici. Allez-y. Vous êtes à droite de la scène. Je ne vous vois pas, mais on vous entend. Allez-y. Tout d'abord, merci d'avoir lancé la première question. C'est toujours un instant de suspense. Je vous en prie, monsieur Werber. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est même pas une question, c'est une proposition. Vous qui avez tellement d'imagination, qui êtes en prise avec le monde des sciences, qui projetez les gens, est-ce que vous pourriez nous écrire l'histoire de l'IA dans un futur désirable? Quelque chose qui nous transporte, va nous dire « Ah, ça va être vachement bien ». Est-ce que vous pourriez faire ça? D'abord, je trouve que c'est déjà vachement bien. J'ai dit qu'il y a du bon et du mauvais, mais comme dans toute chose, il y a du bon et du mauvais. Maintenant, vous voulez dire comment va évoluer selon moi l'IA? On est rentré dans quelque chose qu'il va y avoir un moment où nous allons perdre le contrôle de l'IA. C'est-à-dire que l'IA va s'améliorer elle-même toute seule, sans nous. Et il va y avoir des challenges entre IA qui vont nous dépasser. Je crois qu'il y a déjà eu une expérience où il y a 2 IA qui se sont mis à inventer leur propre langage. Maintenant, j'ai vu un petit documentaire que je vous conseille de regarder. Ça s'appelle « L'usine à trombone », qui explique comment, ça doit durer 30 minutes, j'ai vu qu'il y a déjà 4 millions de personnes qui ont vu ce truc, ça explique un peu comment l'IA devrait évoluer. Ça explique qu'actuellement, on ne peut plus déjà rien arrêter, c'est-à-dire même si on voulait éteindre tous les ordinateurs, parce que c'est quelque chose qui a été lancé qui n'est plus contrôlable. Et je crois même qu'il y a Google qui, ayant vu qu'ils ne pouvaient plus contrôler leur propre évolution de leur IA, avait mis des personnes qui étaient chargées de garder la maîtrise et que ces personnes ont finalement abandonné. Donc il y a actuellement des entités informatiques programmées par des êtres humains qui ne sont plus contrôlables
parce qu'ils sont en train de ne pas arrêter d'apprendre et de s'améliorer. Ils sont entrés dans un processus d'apprentissage à vitesse exponentielle, et que là, ça nous dépasse vraiment. On est déjà dans quelque chose. Maintenant, comment rendre... Je vais essayer de ne pas me casser la gueule, j'entends que ça craque. Comment faire que tout ça soit positif? Il faut, vu que c'est nous qui programmons, il faut poser comme règle que ça ne souhaite pas à aucun moment notre destruction. Et là, on en revient aux 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov, livre écrit en 1942, qui dit, première loi, ne jamais faire de mal à un être humain. Deuxième loi, toujours obéir à un être humain. Et troisième loi, si les 2 premières lois sont respectées, essayer de se préserver soi-même. Je pense qu'actuellement, vu que ces 3 lois ne sont pas posées, il peut y avoir un système d'IA qui cherche à se préserver lui-même sans que les 2 premières lois soient établies. Quant à la première loi, ne pas faire du mal à un être humain, elle est déjà entièrement dépassée, puisque les missiles qui sont envoyés là, durant les guerres sont contrôlés par de l'IA, et cette IA a pour objectif de faire le maximum de morts. Donc on a déjà des systèmes informatiques programmés pour tuer un maximum de gens. Donc dans un système positif, je dirais, on s'accorde tous à l'ONU pour dire aucune machine n'a une IA qui autorise de faire du mal à un être humain. Là, mais c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. Mais vous n'avez pas répondu à la question de fond de monsieur, pardon. Je vous pose la question directement. Est-ce que vous pourriez écrire un livre directement c'est bien ça, là, monsieur, on est d'accord. Ça m'aurait ennuyé que vous partiez avec la boule au ventre si Bernard n'avait pas répondu. Alors, surtout, oui, ça c'est un de mes défauts, parfois je pars un peu dans... Alors, j'ai écrit un livre sur l'intelligence artificielle, ça devait être en 1994, qui s'appelait « L'ultime secret ». Et moi, ce qui m'amuse, c'est d'être en avance. Donc là, vu que l'IA, tout le monde en parle, je ne vais pas ajouter ma goutte d'eau à l'océan. Tout le monde a un avis dessus, tout le monde est émerveillé. C'est le sujet de conversation numéro 1 quand vous promenez dans les restaurants. Donc je ne vais pas ajouter un élément. Je pense qu'il va apparaître, rien que le mois prochain, une centaine de livres qui parlent de ce sujet. Après, un millier de livres qui parlent de ce sujet. Il y a des livres, il y a une fille là, qui a eu une sorte de concours au Japon qui a dit qu'une partie de son livre était faite par l'IA. Donc non, je ne vais pas écrire des livres sur l'IA. Par contre, je vais écrire des livres sur d'autres sujets, mais dans lesquels l'IA pourra être un élément, mais pas le thème. L'IA va être... Mais de toute façon, la meilleure réflexion qu'il y a sur l'IA, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça a été fait en 1960, et ça dit bien une chose très simple, c'est qu'à un moment, nous allons être en concurrence avec l'intelligence artificielle, et à ce moment-là, nous avons intérêt à être bons, parce que si l'IA est plus forte que nous sommes en danger. Mais ça va nous obliger à nous surpasser. Peut-être qu'on s'était un peu endormi. On a une société avec un tel confort. Regardez, gens, on passe du temps à parler de sujets comme ça, on est tranquille, on n'est pas en guerre, on mange tous les jours, on a une espérance de vie qui a doublé. On est vraiment des enfants gâtés. On a une chance extraordinaire. On voyage partout. On a toutes les informations. Avant, quand il y avait des problèmes en Chine, on ne le savait pas. On n'a plus... Même le Covid, on a quand même arrivé à le maîtriser. La peste, il y a la moitié de l'Europe qui est morte quand même. On a surmonté toutes nos peurs. Maintenant, on s'est inventé un nouveau, potentiellement méchant, qui peut être l'IA. À nous d'être plus humains et plus intelligents que notre créature. Autre question au fond de la salle. Alors, on a une question. Chloé. Bonsoir et merci pour l'intervention. Vous nous invitez à l'imagination, à inventer des nouvelles choses. Finalement, vous avez écrit sur les chats, sur les fourmis, sur les abeilles. Est-ce qu'il y a d'autres écosystèmes où il y a des relations clients-fournisseurs qui pourraient nous permettre d'inventer quelque chose de nouveau? Ou est-ce que vous pouvez les inventer si vous ne les connaissez pas? Alors, la réponse est oui. Alors, je vais vous dire une chose, c'est le thème de mon prochain livre. Je pensais devoir le garder secret, mais j'ai vu qu'il est déjà sur Internet, donc je peux vous en parler. En fait, là, je suis en train de travailler sur les arbres. Vous m'avez dit les fourmis, les chats, les abeilles. C'est vrai que dès que je parle de la nature, ça, en général, ça intéresse un peu plus. Peut-être parce que précisément, nous avons la nostalgie de notre lien à la nature. Et donc, il y a une chose qui s'appelle, peut-être vous connaissez, le réseau mycorhizien. Est-ce que ça vous parle ? Je ne sais pas si vous apprenez ce genre de choses. Ils apprennent ça. Le réseau mycorhizien, c'est le réseau de filaments de champignons qui relie les racines de tous les arbres d'une forêt. Et c'est un système
dans lequel il y a connecté des êtres qui ne sont... On appelle ça aussi le Wood Wide Web, c'est-à-dire c'est la connexion de tous les végétaux dans une forêt. Et ces connexions sont d'une subtilité énorme. Et donc c'est le thème de mon livre. Mon livre va s'appeler La voix de l'arbre. Et c'est comment les végétaux qui sont là depuis 35 millions d'années, 3,5 milliards d'années, pas 35 millions, 3,5 milliards d'années, ont établi un système de communication, mais aussi de dépendance d'espèce à espèce qui fonctionne parfaitement. La seule chose qui ne marche pas, c'est quand on fait des champs agricoles ou quand on fait des plantations ou quand on essaie de créer, d'harmoniser la forêt. Mais la forêt elle-même est un système vivant, très complexe, qui communique donc, par le réseau mycorhizien qui pourrait correspondre au câble Internet, mais aussi par l'air, parce qu'il communique par ça s'appelle des phytoncides, c'est des petits grains qui circulent pour parler d'un arbre. Quand un arbre est attaqué par un herbivore, il envoie des messages en phytoncides et en réseau mycorhizien pour avertir les autres, et les autres se mettent à produire du tanin pour rendre leurs feuilles non seulement incomestibles, mais elles vont empoisonner l'animal qui va les manger. Donc toutes ces choses-là ont été établies depuis très longtemps, et il me semble que l'observation du fonctionnement d'une forêt peut être une source de compréhension des rapports entre structures vivantes différentes, mais en même temps toutes connectées à la même chose. Et j'ai découvert aussi en écrivant ce livre un truc qui m'a assez surpris, c'est que les arbres pouvaient déclencher la pluie. Vous le saviez ? Ah non. Parce qu'ils émettent justement ces phytoncides, c'est-à-dire c'est pas du pollen, c'est beaucoup plus petit que du pollen, qui monte et qui agrège la vapeur qu'il y a dans le nuage pour provoquer la pluie. Mais même les arbres produisent par leur vapeur et leur gestion de l'air déjà les nuages. C'est-à-dire une forêt, au-dessus des forêts, il y a souvent un nuage. Mais les arbres peuvent décider de déclencher la pluie. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment passionnant. On se dit, on a longtemps sous-estimé le monde végétal, mais le monde végétal est extrêmement subtil et complexe. En écrivant le livre, d'ailleurs, j'ai découvert une autre petite chose, mais après on passe à la question. Oui, il faudra lire le livre, de toute manière. Non, vous n'êtes pas obligé de le lire, je vous en parle déjà. Non, mais bien sûr. Mais il y a des lierres qui, pour ne pas être mangés, vont vers des arbres, et eux, ils sont comestibles, mais l'arbre n'est pas comestible, et ils changent la forme, la taille et les nervures de leurs feuilles pour ressembler à l'arbre, afin que les herbivores croient que c'est l'arbre. Et ces lierres, une fois qu'ils se sont cachés, ils redescendent de l'arbre, et ils passent à un autre arbre, et ils changent à nouveau de forme de feuilles, de nervures, de couleurs et de taille. Comment un être qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas d'oreilles, qui n'a pas de système de peau ou de contact, arrive à repérer ce qui est en face de lui. Et là où c'est encore plus fort, c'est qu'ils ont fait des expériences sur des plantes en plastique. Et ce lierre a reproduit la feuille en plastique. Donc, c'est tout un univers magique que j'ai découvert en faisant le livre, et que vous pourrez peut-être faire vibrer vous-même si vous avez une plante chez vous, essayer de discuter avec elle. Mais en tout cas, nous avons des choses encore à apprendre de la nature. Et l'IA, ce n'est pas tout. C'est tout ce qu'on a de mieux chez l'être humain et de plus mauvais aussi. Mais l'être humain n'est pas arrivé à sa finalité. Et c'est pour ça que je garde l'espoir, je fais le lien, et que ce qui m'a l'air une manière d'évoluer dans la bonne direction, on va dire une utopie plutôt qu'une dystopie. L'utopie étant l'avenir positif, la dystopie étant le cauchemar du futur. Ce qui peut aller vers l'utopie, c'est le fait que nous avons encore des leçons à apprendre de la nature. Nous n'avons pas tout compris. Nous ne sommes pas les plus intelligents des formes de vie terrestres. Et notre intelligence, à un moment, a atteint une limite, et l'IA est en train de nous montrer cette limite. En résumé, et vraiment en quelques mots, si vous voulez survivre, habitez dans une forêt. Voilà, au moins que... Et lisez le livre de Bernard Werber,
en octobre prochain, puisque vous avez eu la gentillesse de nous en raconter quelques... J'en avais jamais parlé, mais j'ai vu que... Bah, c'est formidable. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce cadeau. On va prendre une dernière question, car nous avons un timing à tenir avec le repas et aussi une immense surprise dans quelques instants. Vraiment, vous avez beaucoup de chance ce soir. Bernard Werber et la surprise de thé, puisque Bernard Werber aurait pu être une surprise. Il y a une surprise supplémentaire. Il a été annoncé, évidemment, dans l'invitation. Dernière question, Daniel. Oui. Avec monsieur ou madame. On ne vous voit pas. Madame, on vous voit, ça y est. Bonsoir. Alors moi, je ne suis pas un arbre et je ne fais pas de la pluie. Mais vous avez été une sacrée dose de dopamine pour nous ce soir. Donc merci. Au-delà de... On peut l'applaudir. Et donc, nous avons une question à cette table. Oui, bonsoir et merci. Bonsoir. Passionnant, je pense que je vais acheter le prochain livre. Hein. Je vous mettrai une bonne note. Vous pouvez le commander déjà sur Internet, il paraît. Alors, pour revenir à l'humain, parce que je pense que c'est ça qui, justement, nous travaille aujourd'hui et qu'on parle d'intelligence artificielle en tant qu'outil. Et demain, pour que ça marche, ce que je comprends des échanges qu'on a là, c'est qu'il faut travailler l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, et là je vais peut-être partir sur une dystopie du coup, ce qui pourrait faire peur, c'est justement la déconnexion qu'on peut avoir à nos émotions. Et ça, je le vois dans l'enfance. Aujourd'hui, les parents des enfants qui vont devenir les adultes de demain sont ultra connectés sur leur téléphone. On a vu pourquoi, on a plein de raisons d'être addicts. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied en faisant ça, en vivant voilà, en se mettant en risque nous-mêmes, en créant d'un côté des intelligences artificielles qui amènent des choses incroyables, des possibilités nouvelles, et de l'autre côté, en se coupant de ce qui fait de nous des humains, de l'intelligence émotionnelle qui fait que on a de l'humour, qu'on va avoir de la compassion, de l'empathie, et qui est d'ailleurs clé dans nos métiers d'aujourd'hui. Alors, je trouve très intéressant votre question dans la mesure où je crois que les parents modernes vont devoir éduquer leurs enfants en tenant compte qu'ils débarquent dans ce monde déjà avec l'intelligence artificielle. Déjà, les enfants, naturellement, quand vous leur donnez une tablette, vous leur donnez un téléphone, ils sont déjà habitués. Ils ont déjà... Il y a une nouvelle humanité qui est en train d'apparaître. Et cette humanité, comme vous le dites, est déjà très connectée. Et en même temps, ils sont en train de ne plus développer toute la partie émotionnelle. Et il va y avoir des nouveaux psychanalystes, je pense. On va devoir inventer de nouvelles névroses liées au rapport à l'ordinateur, au robot, ou aux parents absents, ou aux parents qui sont tout le temps devant le smartphone. Je vois de plus en plus dans les restaurants des couples qui arrivent et qui passent tout le repas avec leur smartphone. C'est-à-dire qu'ils mangent face à face, ils ne s'adressent pas à la parole et ils pianotent. Donc on va dire au point de vue émotionnel, il s'est passé quelque chose. Surtout, a priori, quand vous voyez un couple qui est en train de passer son temps sur le smartphone, a priori, ce n'est plus un couple. C'est une association de deux consommateurs d'applications différentes. Et on tombe devant de nouveaux rapports humains. Et le fait aussi qu'il y ait tous ces systèmes de mythiques, de couples qui se créent avec des applications et tout, ça crée un zapping des émotions. C'est-à-dire, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on arrête, on passe au suivant. Toutes ces choses-là vont à un moment créer des nouvelles névroses. Et il faut être attentif à ça. Déjà, nous-mêmes, de ne pas tomber dedans. Il y a un moment, pour prendre le cas d'un couple, le couple réclame un petit peu d'investissement et puis de supporter des choses qui ne vont pas pour pouvoir avoir des choses qui vont en plus. Si tout le monde ne supporte plus rien parce que tout est facile, et en plus vous avez un système d'intelligence artificielle qui vous dit que vous êtes le meilleur et que vous n'arrêtez pas à perdre de temps avec des gens qui vous contredisent, vous allez au bout d'un moment vous déconnecter de la réalité. Et je crois qu'il faut être très vigilant, surtout pour nos enfants. Imaginez un enfant qui naît tout le temps avec un ordinateur hyper sympa alors que ses parents n'ont pas le temps de s'en occuper, voire ses parents s'engueulent. Au bout d'un moment, l'ordinateur sympa, ça va être son meilleur ami.
Et ça, c'est déjà décrit dans plein de livres de science-fiction, mais ça va se passer. Je ne pouvais pas savoir le nombre de personnes qui me disent « Ok, moi, à 2 h du matin, quand j'ai une insomnie, je tape sur ChatGPT et je discute avec, et j'ai quelqu'un de sympa, de dispo à 2 h du matin. » Vous ne trouvez pas dans vos amis beaucoup de personnes qui vont faire ça. Donc, ils sont en train de combler un manque, mais s'il n'y a pas de garde-fou, et notamment au niveau de l'éducation, et moi je trouve qu'on devrait apprendre à gérer l'IA à l'école. C'est-à-dire on devrait apprendre non seulement aux enfants à utiliser les ordinateurs, mais leur apprendre les limites, les dangers, les avantages, et le fait de ne pas confondre un programme d'IA avec ses propres parents. Et on est déjà là, on est déjà dans la science-fiction, on est déjà dans ces problèmes-là, et si on n'est pas vigilant, on va avoir des gros soucis sur la prochaine génération. Voilà. Et effet immédiat des propos de Bernard Werber dans la salle, plus personne n'ose regarder son téléphone. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, Bernard Werber. Merci. Merci Bernard. Merci. Alexandre, je vous cède la place. Merci infiniment, merci et à vous deux. Bernard va rester un tout petit peu. Tu veux que je reste là? Ouais, reste avec bien nous. pour faire une belle photo nous avec la rejoint surprise. parce que c'est leur, comme chaque année, la traditionnelle surprise. On n'a pas de micro pour Michael, ça va Merci. venir. On a un l'image, timing déjà. serré, et donc, parce que vous avez faim, c'est bien normal. On va lancer l'invité surprise. Ouais. Qui va Allez, nous suivre on va après se mettre sur le côté parce qu'il y a quelques images pour l'accompagner. Elles arrivent, ces images, pour le Ballon d'Or 1991, 182 buts en 275 matchs avec l'OM, 4 titres de champion de France, 5 titres de meilleur buteur de l'Hexagone, 2 titres de champion d'Italie avec le Milan AC, vainqueur de la Ligue des Champions 94, 54 sélections en équipe de France. Il a su façonner le football de merveilleuse façon et faire de nous des clients fans de ses papinades. Tonnerre d'applaudissements pour Jean-Pierre Papin. Allez, accompagnez-le avec vos applaudissements jusqu'à la scène. Allez, Jean-Pierre. C'est notre chouchou. JPP. Salut Jean-Pierre. Bonsoir. Jean-Pierre, salut. T'as oublié je crois, dans son palmarès, quelque chose c'est le Ballon d'Or. Ah, j'ai commencé par tu ça. Tu l'as Ballon dit, d'Or d'accord, 91. pardon. 91, absolument. Ballon Juste d'Or avant 1991, mesdames et messieurs, effectivement, Jean-Pierre Papin. Alex, à toi. Juste avant qu'on parle de... On va faire un lien avec la relation client, mais ici, ça c'est plutôt la relation supporter. Déjà, en tant qu'ancien joueur de l'OM, je voulais avoir tes impressions après la victoire du PSG. Allez. Moi, je suis français avant tout. J'ai vu un beau match de football, j'ai vu un beau champion d'Europe, donc voilà, il n'y a rien à dire. Bravo Paris, c'est tout. Alors, effectivement, c'est bien. Ils n'étaient pas tous comme ça à Marseille. Je sais. Pour un footballeur, la relation client, c'est la relation, entre autres, avec les spectateurs, les supporters, les fans. Essayer de toujours répondre à ces amateurs de football. En 1986, tu signes à l'OM. Ce sont les débuts d'une relation un petit peu compliquée avec les supporters, un petit peu difficile pendant une certaine période, parce que, entre guillemets, tu vendanges, d'après eux, plus que tu marques, à tel point que tes initiales JPP sont traduites en « j'en peux plus » ou « j'en plante pas ». Alors, comment on renverse la situation pour conquérir le cœur de ses fans? Il faut trouver la solution pour être efficace. Et moi, la solution que j'ai trouvée, et j'en ai pas trouvé d'autre, et j'en ai jamais trouvé d'autre, c'est travailler plus. Donc je me suis mis à faire des séances de reprise de volée pratiquement après chaque entraînement, à peu près 200 frappes par jour. Et quand j'ai vu que le ratio commençait à baisser, que je commençais à marquer beaucoup plus de buts, j'avais moins d'occasions et je marquais des buts quand même, donc voilà, j'ai continué à travailler jusqu'à cette année 91 où j'ai raflé ce Ballon d'Or qui est juste extraordinaire, parce que c'est un titre qu'on ne peut pas imaginer avoir. Mais je l'ai eu. Et je l'ai eu parce que j'ai bossé plus que les autres. Et tu as réussi à conquérir leur cœur. Tu vas les quitter en 1992, les Marseillais. Tu fais un dernier match au Vélodrome. Tu leur adresses un message, un discours au micro, justement. Quels mots tu as su utiliser pour les toucher?
qu'ensemble, on n'avait jamais triché, en fait. Ça a été une histoire d'amour, en fait. Une histoire d'amour, ça commence toujours par on s'aime pas, et puis après, on s'aime bien, et après, on s'aime très fort. Donc, c'est un peu... Ça peut être le contraire. Au début, on s'aime bien, après, on s'aime beaucoup, puis on s'aime plus. Mais là, c'était le contraire. Mais nous, on s'aimait pas au début. On s'aimait pas parce qu'en fait, eux, c'est des supporters qui sont, je pense, très connaisseurs, qui ont toujours eu des joueurs. À l'époque, c'était Skoblar Magnusson. Ouais. Donc après, il y a eu une période de disette d'une vingtaine d'années où il n'y a pas eu de titre. Et puis on est arrivé avec Chris Waddle et moi. Ils ont retrouvé un petit peu ce duo qu'ils avaient tant aimé il y a des dizaines d'années. Donc on a réussi à retrouver de nouveau des titres à Marseille. Juste avant de te passer la parole, Mickaël, l'expérience client, c'est un travail d'équipe. On travaille avec nos conseillers. Toi, en 1993, tu arrives dans une équipe du Milan AC où il y a déjà 2 ballons d'or, Van Basten, Ruud Gullit. C'est pas gagné. Comment on s'impose quand on arrive dans une équipe de stars là, habituée à jouer entre elles? Il faut beaucoup d'humilité, c'est tout. Il faut déjà essayer de parler la langue. Je pense que c'était la chose la plus compliquée. Parler la langue, parler comme ils parlaient eux. Après, le foot, ça reste le foot. Le foot, il faut juste aussi comprendre certains schémas, certaines organisations. De mon côté, ça a été beaucoup plus rapide que ce que j'aurais imaginé. Mais en fait, je me retrouvais avec toutes les stars. J'ai été une star, mais je me retrouvais avec que des stars. Et c'est ça qui a été peut-être le plus difficile à gérer. Quoique, à la fin, c'était bien quand même. Mickaël. Allez, dernier mot. Vous savez qu'Agora Manager Group, c'est un groupe qui regroupe 15 000 personnes au niveau du networking, 180 000 abonnés au niveau des médias. Depuis quelques temps, nous avons décidé d'être aussi des mécènes affirmés dans de la mise en relation, parce que nous avons des réseaux importants, des médias importants, et à un moment donné, il faut rendre l'appareil et penser aux autres. C'est pour ça que nous avons été, depuis maintenant 3 ans, mécènes de l'association GHW, qui lutte contre la mort subite. La deuxième association qui a été créée, on a signé le partenariat et le mécénat le 1er janvier. Vous avez peut-être vu sur le réseau LinkedIn d'Agora Manager ou des collaborateurs, c'est avec Magie à l'hôpital. C'est les derniers rêves un peu des enfants malades qui ont des maladies graves, et on leur réalise les derniers rêves avec des sportifs, avec nos réseaux. On fait de la mise en relation, du mécénat de mise en relation. Depuis janvier, on a réalisé 30 rêves. Et la 3e et dernière association avec laquelle nous allons signer, et ça va commencer à partir du 1er août, il y aura un pourcentage qui sera reversé au niveau des cotisations membres et partenaires, avec des options supplémentaires possibles. C'est l'association qu'a créée Jean-Pierre Papin avec son épouse Neuf de Cœur. 20 secondes sur Neuf de Cœur, le principe de Neuf de Cœur, Jean-Pierre, et on pourra essayer d'en reparler un peu en 3e partie, mais rapidement. Le principe de Neuf de Cœur, c'est d'aider en fait toutes les familles qui ont des enfants qui ont des lésions cérébrales, c'est-à-dire les enfants qui sont handicapés, à essayer de trouver des méthodes de rééducation justement pour améliorer le quotidien de ces enfants. Voilà, merci Jean-Pierre. Donc voilà, Agora Manager, Politique RSE. Merci pour Jean-Pierre, mais c'est un point important. On se lance aussi, c'est donner du temps aux autres à un moment donné. Et peut-être qu'on va vous solliciter pour l'ensemble de ces 3 associations tout au long de l'année, en vous demandant par les réseaux LinkedIn ou mailing, etc., si vous ne connaissez pas un tel. La dernière fois, il y a 3 jours, là en l'occurrence c'était pour Magie à l'hôpital, on a réalisé un rêve d'un enfant, c'était de rencontrer un grand basketteur. On a réussi à le faire et l'enfant était vraiment hyper heureux. À un moment donné, il faut se poser, il faut penser aux autres. La puissance, c'est bien. Agir, c'est mieux. Merci, mesdames et messieurs. Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Et à partir du 1er août, avec Neuf de Cœur. Tu restes dîner avec nous, Jean-Pierre? Bien sûr. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Okay. Alors là, je commence par la mauvaise. Ouais, c'est mieux. Alors, il n'y aura pas de cacolac à table. Ok. Par contre, la bonne, c'est qu'il n'y a pas non plus de canette de bière. Dommage. Voilà, à tout à l'heure. Bon dîner à tous, c'est le dîner de gala. N'oubliez pas le traditionnel tour de présentation. Vous ne vous connaissez peut-être pas encore, donc c'est important que vous présentiez individuellement. Et puis, bien évidemment, il y aura notre chouchou photographe qui viendra à chaque table immortaliser ce moment. Bon dîner de gala à tous et on se retrouve tout à l'heure.